Joyeux dimanche à tous. Bienvenue sur la chaîne Chris Genacht. On va discuter de l'UFC de ce week-end, même si j'ai l'impression que peu de gens ont regardé. Alors, je vais commencer par ça. Je ne vais pas dire je vous l'avais dit, mais je vais vous dire ceci. Je vous l'avais dit. Le combat entre CDF et Gregor Gillespie, c'était ultra bien. On est bien d'accord. Ça a été déclaré Fight of the Night de très loin. D'ailleurs, les bonus n'étaient pas très compliqués à donner cette nuit. 3 finishes, 2 qui ont donné le Performance of the Night et 1, c'est le Fight of the Night. Alors, avant de commencer, comme d'habitude, 2-3 petits sujets qui sont assez intéressants à discuter. Le premier, c'est Diego Sanchez. Alors, j'ai pas discuté de la polémique qui tourne autour. On est tous d'accord, c'est assez ridicule. Mais moi, il y a un point qui est très important là-dedans, une leçon qu'on peut tous tirer. Parce que Diego Sanchez est un combattant très expérimenté. Alors certes, moi je connais des gens qui l'ont rencontré personnellement, il n'est pas totalement, ça tourne pas rond dans sa tête, mais un combattant d'expérience comme ça qui tombe entre les mains d'un gourou comme comment il s'appelle, Fabia quelque chose, ça fait peur, ça fait peur. Et un truc qu'on dit toujours et qui est totalement vrai, c'est l'entourage est très important. Dans le MMA, l'entourage est très très important. Ça va du manager au coach, au training partner, à la famille et à tous les amis qui nous supportent. C'est un support qui est super important pour la réussite d'une carrière et là on le voit. Nous chez les Red Kings on insiste toujours là-dessus et je pense que c'est très important. Je pense que j'en parle dans mon premier livre, ça fait tellement longtemps que je l'ai écrit que je ne me rappelle plus de chaque détail, mais je pense que j'en parle. Un coach, je parle surtout ici pour les coachs, un coach n'est pas un gourou. Le MMA est un sport ultra nouveau. Alors oui, des gars comme Mike Brown, qui ont déjà eu une très belle carrière en MMA, ils savent de quoi ils parlent. Ils ont une réelle connaissance. Des gars comme Trevor Whitman, on peut leur faire confiance parce que ils ont un œil développé incroyable. Ils sont analystes, ils ont fait des game plans qui se sont avérés être parfaits. Donc tout ça, oui, clairement, faire confiance à un coach de renommée, on peut. Cependant, tout le monde, et on a déjà vu beaucoup de très bons coachs donner des instructions complètement débiles, complètement merdiques. Un combattant professionnel, de temps en temps, aura des meilleures idées, une meilleure connaissance même que son coach. Le but d'un coach professionnel, pour moi, c'est de pousser ses athlètes à réfléchir plus loin. Tout ce que je veux dire par là, c'est que même quand on est débutant ou quand on commence à apprendre le sport, quand on écoute son coach, il faut pas. Il y a des exceptions évidemment, hein. Si tu fais ton premier cours de MMA et que tu vas chez Trevor Whitman, voilà, tu l'écoutes, point barre. Mais il faut tout prendre avec des pincettes, tout remettre en question, parce que le sport est nouveau, parce que et le MMA, encore plus que d'autres sports, c'est ultra individuel, c'est-à-dire qu'un coach qui te formate à son image, c'est un mauvais coach. Il faut être capable de laisser l'athlète s'exprimer lui-même par rapport à sa morphologie, par rapport à ses aptitudes physiques, par rapport à sa propre pédagogie, sa façon d'apprendre. Et donc quand on voit des choses comme ça, quand on voit qu'un Diego Sanchez, juste parce qu'il a donné une totale confiance à un gars malsain, mentalement malsain, sa carrière est finie maintenant. Il n'est plus à l'UFC, je ne sais pas ce qui va se passer par la suite, mais clairement il ne va pas rebondir tant qu'il reste avec ce mec-là. Donc ça c'est un petit conseil pour tous les débutants, même les avancés. Si vous mettez toute votre confiance en votre coach, vous faites une erreur. Et c'est un coach qui vous le dit. Pour plusieurs raisons aussi. Malheureusement, on doit parler aussi négativement. Si on met toute notre confiance envers un coach et que le mec il meurt ou qu'il prend sa retraite, ben, entre guillemets, vous n'avez plus rien. Alors j'exagère évidemment, il suffit de trouver un autre coach, mais on comprend la logique. Okay, donc toujours garder un contrôle sur sa propre carrière. L'autonomie, l'automanagement, la responsabilité, ce sont des éléments très importants pour la réussite d'une carrière. Et je vais encore réinsister dessus. Effectivement, quand on donne confiance à un coach de renommée qui a déjà fait ses preuves, fine. Mais malgré tout, je trouve qu'on évoluera d'autant plus si on prend les bonnes instructions d'un coach de renommée et qu'en plus de ça, on remet en question et qu'on va encore plus loin que lui. C'est là où on a tout à gagner. Ok. Deuxième sujet, Ryan Benoit. Je pense que peut-être que vous avez vu les images. De nouveau, des images impressionnantes. Le mec
la veille de son combat, incapable de tenir debout tout seul. Il avait besoin de l'aide de son coach pour tenir debout sur la balance. Il a eu du mal à monter sur la balance. Et ça lève quand même la question. Le gars, 30 heures plus tard, il doit faire un combat de 3 fois 5 minutes, ultra intense, un combat professionnel à l'UFC. Et la veille, il n'est pas capable de tenir debout. Le cut, il faut le faire de manière professionnelle. Alors on peut débattre pendant des heures et des heures et des heures. La solution est, selon moi, elle ne se trouve pas dans revoir le principe des weight cutting. Peu importe l'alternative qu'on trouve, il y aura toujours des débilos pour essayer de contourner et mettre leur vie en danger. La pesée le jour même, des gens vont combattre déshydratés. Ils vont se déshydrater le jour du combat. Ça se voit d'ailleurs en lutte. Alors, je crache pas sur la lutte, ils le font de manière professionnelle. Généralement, ils cut très peu. Si tu cut 1 kg et que tu combats 6 heures plus tard, ça va encore. Mais il faut se rendre compte qu'il y a beaucoup d'Américains qui combattent en MMA. Non, je vais pas généraliser. Il y a beaucoup de débiles, comme partout, dans le foot, dans l'entrepreneuriat, il y a des intelligents, il y a des débiles. Le monde est fait comme ça. On est tous intelligents dans quelque chose, mais il y a des combattants qui ne seront pas intelligents dans leur gestion du cutting. Si on fait une pesée 5 heures avant le combat, il y a des mecs qui vont cutter 6 kilos, 5 kilos, 4, même 4 kilos, 6 heures avant un combat. C'est ridicule. C'est là où on va commencer à avoir des morts en MMA. Donc pour moi, la solution n'est pas vraiment d'en trouver une alternative. Il y a des alternatives qui sont bien pensées, mais le problème, c'est que, encore une fois, on va pénaliser les combattants qui prennent leur carrière de manière professionnelle, qui cutent très bien, qui font ça avec rigueur, avec discipline, sans réellement mettre leur vie en danger. Et juste parce qu'il y a des gens qui ne savent pas s'autogérer, on va devoir changer les règles. C'est pas comme ça que ça devrait fonctionner. C'est un sport élite, on doit garder l'élitisme et on ne doit pas faire du nivellement par le bas. On n'est pas en Belgique ici, ok? C'est pas le Parti Socialiste qui est au top. Désolé de faire de la politique. Donc tout ce que je dis, c'est que pour moi, la meilleure solution, évidemment, c'est éduquer. C'est faire en sorte de donner les bonnes informations, les rendre faciles, les rendre accessibles, former les athlètes, former les coachs. Alors oui, c'est un travail de longue haleine, mais c'est la meilleure solution. Si tout le monde est formé, il n'y aura plus de combats annulés pour un mauvais cut la veille. Dernier sujet avant de parler de Gregor Gillespie contre Diego Ferreira. On n'a eu que 9 combats hier. Il n'y a pas vraiment... Enfin voilà. On sait qu'il y a la pandémie, donc déjà de manière générale, avant le Covid, il y avait souvent des combats annulés en dernière minute. Maintenant, avec le Covid, il y en a d'autant plus. Et le problème, c'est que là, on arrive à un UFC avec 9 combats, ce qui est très faible. Alors, heureusement, il n'y avait pas de public, mais imaginons qu'il y avait des gens qui avaient payé, ça dépend, je pense que les places aujourd'hui, les plus mauvaises places, c'est peut-être 40, 50 euros, et ça va jusqu'à 600 euros pour la VIP Experience. Peut-être 1000 euros, ça dépend de la carte généralement, mais même il y a des gens qui dépensent de l'argent pour aller voir un UFC. À l'époque où l'UFC allait partout dans le monde, quand ça va à Berlin, tous les Européens essayent d'aller à Berlin, c'est un hôtel, c'est un déplacement, etc. Et après, donc c'est une grosse dépense, et après on va se retrouver avec une carte de 9 combats, et en plus c'était pas les plus gros noms qu'on avait. Donc pour l'UFC, honnêtement, j'essaierais en ce moment d'organiser plutôt des cartes de 15 combats. Parce que voilà, s'il y a 15 combats, je dirais que c'est pas trop. Je sais que certains trouvent que c'est trop. Bah voilà, on peut regarder juste la main card et puis regarder les résultats pour les fans casuels. Moi en tout cas, 15 combats, ça me dérange absolument pas, surtout quand c'est au niveau de l'UFC. Et puis au moins, si on a 4 annulations, ça reste toujours à 11. Si on part de 12 combats, 13 combats et qu'on a 4 annulations, on se retrouve comme hier soir avec une carte qui est fort rapide, qui manque de profondeur et on voit pas. Enfin voilà, c'est un peu décevant, surtout que toutes ces annulations de dernière minute, c'est en dernière minute. Donc on se retrouve à se motiver pour une carte de 12 combats, puis 11, puis 10, ça devient un coup dur, puis 9, ça peut aller vite et puis on va se retrouver avec des toutes petites cartes et ça c'est ennuyant. Donc pour l'UFC, je pense qu'ils ont les moyens, ils ont le roster pour organiser de base des cartes de 15 combats. Si ça reste à 15, tant mieux, même si c'est un peu long pour certains. Et puis si ça diminue, on garde quand même un certain nombre de combats qui satisfait les fans. Alors oui, on peut parler de broadcast, etc. Il faut qu'ils puissent placer leur pub, ça fait du temps entre chaque combat, etc. etc. Je suis sûr qu'ils peuvent penser à mettre des pubs à d'autres moments, ce genre de choses. Donc le problème n'est pas là. Ok. Dernier sujet, Gregor Gillespie. Ah oui, les poids lourds.
Quand c'est deux poids lourds qui sont en dehors du top 15, l'UFC doit arrêter de les mettre sur la carte principale, je trouve. Je crois qu'ils le font dans l'espoir qu'il y ait un KO, parce que la probabilité d'un KO chez les poids lourds est plus élevée que chez les flyweights, par exemple. Cependant, deux poids lourds en dehors du top 15 qui dépassent la moitié du combat, ça devient très rapidement un combat ennuyant. Et sur une main card, ça fait mal parce que ça fatigue les fans, surtout les fans européens qui regardent ça la nuit. Donc pour tous ceux qui ont regardé l'événement cette nuit, chapeau bas. Moi, je vous avoue, j'ai dormi, j'ai regardé ce matin. Et j'ai fait une erreur. Mais une erreur. J'ai commencé par regarder le combat qui m'intéressait le plus. J'ai regardé Gregor Gillespie contre CDF en premier. Ce qui fait que tout le reste de la carte m'a paru long, lent, ennuyant. Encore une fois, vous me connaissez, je dénigre jamais ou quasi jamais les athlètes. Là, c'est pas que les combats étaient vraiment longs ou ennuyants, c'est juste que j'ai commencé par celui qui était tellement nettement plus agréable à regarder que les autres m'ont paru un peu plats. C'est pour ça que normalement, c'est pour ça que l'UFC est maintenant en MMA. Le main event, c'est généralement le combat le plus attendu parce que les émotions montent au fil de la carte. Ici, ils n'ont pas mis Gillespie contre CDF en combat principal parce qu'ils venaient tous les deux d'une défaite. Et l'UFC ne fait jamais ça, si je ne me trompe pas. Deux gars qui sortent d'une défaite, ce ne sera jamais un main event. C'est pour ça que c'était Marina Rodriguez contre Michelle Watterson. C'était pas un mauvais main event, mais ça valait pas du tout ce combat-là. Ah, j'ai oublié de parler, avant de commencer ça, je suis désorganisé, pourtant j'ai une liste, de Cerrone. Il nous a offert une superbe carrière, Monsieur Highlight, dans ses hauts jours. Elle a 6 combats, sur les 6 combats, 5 défaites, 1 no contest. Et je viens de voir une interview où il compte pas prendre sa retraite parce il veut pas partir comme ça sur ce genre de défaite, parce que ça entacherait sa legacy. Avec tout le respect que j'ai pour Donald Cerrone, c'est pas sortir sur une défaite comme ça qui va entacher ta legacy. C'est sortir sur 5 défaites sur 6, dont le 6, c'est pas une victoire, c'est un no contest. Euh, c'est. Quoi, il va attendre d'avoir 10 défaites, il veut battre le record de Chuck Liddell et de BJ Penn sur la fin de carrière. Il a, voilà, il a passé son temps, il est clairement pas au niveau qu'il avait pendant son prime, il se fait rattraper par la jeunesse, son jeu n'évolue plus, il a plus grand chose à montrer, il a plus rien à prouver, il arrivera certainement pas, voilà, le plus haut moment de sa carrière, ce sont ses title shots à l'UFC et au WEC. Il va pas y retourner, il n'obtiendra plus jamais un title shot, c'est sûr et certain. Donc pourquoi continuer si ce n'est pour l'argent? Et ça c'est triste, alors ne nous parle pas de legacy, parle-nous d'argent. Mais bon, voilà, moi j'aimerais vraiment le voir prendre sa retraite. Idéalement, s'il veut encore faire un combat et le gagner et prendre sa retraite, tant mieux. Mais c'est ça le problème. Et j'en ai déjà parlé, j'en ai déjà souvent parlé. C'est que ça se passe comme ça en fin de carrière. Je veux pas sortir sur une défaite. Donc tant que je perds, je continue et je prends pas ma retraite. Et puis je gagne. Et comme j'ai gagné, je me dis, ah ben, je peux encore y arriver, je peux encore gagner des combats. Donc tu sors pas sur une victoire, tu reprends un autre combat et puis tu perds et puis tu fais, ah, je veux pas sortir sur une défaite. Et c'est ça le plus mauvais. C'est un sport où on prend des coups dans la tête. C'est un sport où les entraînements sont difficiles, sont rudes pour le corps. C'est pas bon pour la santé. On va pas se mentir. On essaye de lutter pour dire que le MMA n'est pas exécrable pour la santé, mais on peut pas vanter les mérites de santé du MMA. C'est clair, ce sont des entraînements hardcore. On prend des coups à la tête. Sur le long terme, c'est pas très bon. Une carrière, c'est 20 ans maximum. Par exemple, pour Cerrone, c'est 20 ans. Une vie, c'est 75, 75. Il ne faut pas que 20 ans de carrière empiètrent sur, voilà, je ne vais pas dire les 75 qui restent, parce qu'on sort d'une carrière vers 35, 40 ans, mais sur les 30, 35, 40 ans qui restent, il ne faut pas qu'on ait une mauvaise qualité de vie parce qu'on a fait 3 combats de trop. Il ne faut jamais oublier ça, surtout qu'aujourd'hui, les combattants de MMA comme Donald Cerrone, ils ont plein d'ouvertures, ils ont plein de portes ouvertes. On est dans un monde digital où avoir 300 000 followers, ça te fait une carrière. La porte de sortie, elle est facile. Il y a plein d'options pour avoir une vie saine après le MMA, avec des belles rentrées financières qui permettent une vraie qualité de vie. Et puis, vu ce que Donald Cerrone a gagné, il aurait pu bien placer son argent et devoir même plus travailler et vivre sur ses placements. Peu importe, c'est un autre débat. Tout ça pour dire que s'il y a des combattants qui écoutent ceci, ou des coachs,
ou des amis de combattants, ne jamais hésiter à forcer ou à dire ou à sortir en tant que combattant de sa carrière au moment où il faut. Je l'ai dit sur mon Instagram, l'échec c'est pas s'arrêter. L'échec c'est continuer quand il faut s'arrêter. C'est quelque chose qu'on voit en project management et qui est totalement applicable en MMA. Continuer quand il faut s'arrêter, il n'y a rien de pire. En entrepreneuriat, continuer dans un projet qui a aucun espoir de fonctionner, même avec une redirection, et qu'on continue à injecter de l'argent, c'est perdre de l'argent. Et je sais que c'est difficile mentalement. Si on se dit, ah, j'ai investi 50 000 euros sur ce projet, il faut absolument qu'il fonctionne, je vais remettre 20 000 euros. Et ben après, si tu as investi 20 000 euros supplémentaires et que ça ne fonctionne toujours pas, tu n'as pas perdu 50 000, tu as perdu 70 000, 70 000. Et puis si tu continues, tu remets 10 000, tu n'as pas perdu 70, tu as perdu 80 000. Et tu continues. Et donc s'arrêter au bon moment, c'est une victoire. Continuer quand il faut s'arrêter, c'est un sacré échec. Ok, on avance. Grégor Gillespie contre CDF. Quel combat de dingue. J'avais dit les scrambles, c'était tout le combat. On a vu un CDF mettre en difficulté debout. Il a bien touché à Grégor Gillespie. On a vu un Gillespie, c'est ça la clé du combat. Bon, il y a une clé du combat et un tournant du combat. Je vais analyser techniquement le tournant du combat. Je vais expliquer la clé du combat. La clé du combat, c'est le mental de lutteur. Je crois que c'est Chad Mendes qui en avait parlé quand il parlait de McGregor, ou je ne sais plus quel lutteur, peut-être Justin Gaethje, qui expliquait la différence entre le mental d'un striker qui vient vers le MMA versus le mental d'un lutteur qui vient vers le MMA. On va pas se mentir, moi je suis fan de striking, en général je préfère les strikers, mais là-dessus, ils ont raison. Un mental de lutteur, c'est 10 000 fois au-dessus d'un mental de striker. Pourquoi? Parce qu'à l'entraînement, parce que toute leur carrière, pendant les compétitions, ils sont allés au bout de leur capacité physique. Au bout de leur capacité physique, et ils devaient continuer. Et c'est un sport où on se fait dominer. Quand on est fatigué en lutte, c'est pas chouette. On est sur notre dos, on est sur notre ventre. On a quelqu'un qui a plus d'énergie que nous sur nous, qui est en train de nous manipuler, de nous mettre dans des positions inconfortables, pas possible. Et c'est juste au mental qu'on continue. Ils ont une habitude depuis leur plus jeune âge, pour ceux qui ont commencé au plus jeune âge évidemment, d'être dans des positions inconfortables, pas possible, et de continuer, et de survivre, et de continuer à chercher cette victoire sans abandonner. Et ça se ressent en MMA de dingue. Et après la fin du premier round, quand on voyait Grégor Gillespie respirer, j'adore McGregor. Donc Conor McGregor. Si McGregor était dans cet état-là à la fin du premier round, on savait qu'il allait perdre. Parce qu'il n'y a pas ce mental, il n'allait pas retrouver cette... Il n'a pas l'habitude, c'est une question d'habitude ici. C'est vraiment Grégor Gillespie, il s'est retrouvé dans une situation où il n'en pouvait plus en fin de premier round. Il connaît ces situations. Il a déjà été comme ça à l'entraînement. Il a déjà été comme ça dans des compétitions de lutte. Tout le temps. Il sait qu'il peut surmonter ça. Il sait qu'il s'est déjà retrouvé dans des positions où il voulait faire qu'une chose, c'est abandonner, mais il ne l'a pas fait et ça lui a permis de trouver la victoire. Et là, c'est clairement ce qui s'est passé. À la fin de ce premier round, le body language entre Grégor Gillespie et CDF, c'était jour et nuit. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont peut-être mis de l'argent sur CDF entre le premier et le deuxième round parce que ça paraissait clair. Et ce mental de lutteur, de jamais abandonner, de toujours continuer, ça a payé, ça a porté ses fruits. Grégor est resté dans son domaine, il est resté dans la lutte et il a continué à lutter parce que ses muscles sont habitués. Il sait comment son corps est habitué à dépenser ce type d'énergie même quand il est fatigué, même quand il veut abandonner, et ça a permis de fatiguer CDF et de gagner juste grâce à ça. C'est pas une question de technique ici, c'est pas une question de stratégie ici, enfin de stratégie MMA on va dire, c'est une question de stratégie mentale. Il est allé au trip, il est allé au mental et il a remporté ce combat grâce à ça. Et de nouveau, troisième combat qu'il remporte à l'UFC dans cette position où il a le dos, son adversaire est à plat ventre et il vient finaliser comme ça en fin de round. Superbe performance. Moi honnêtement, si j'étais Dana White, j'aurais
pas spécialement donné en Performance of the Night à Morono ou à Karl, merde, j'ai oublié le nom, celui qui a soumis dans le premier combat. Ce sont des belles performances, mais ici pour moi ça méritait le Fight of the Night et le Performance of the Night pour Gregor Gillespie. Après, CDF avait raté la pesée, donc Gregor il prend de l'argent, tant mieux pour lui, il le mérite amplement, c'était beau à voir. Ok, je vais juste faire une petite analyse technique ici. Donc, la clé technique du combat, c'est on était tout le temps dans un scramble. Ce combat, c'était du scramble pur. Alors, je sais, j'utilise toujours des mots en anglais que les gens ne comprennent pas spécialement. Pour faire simple, en scramble, il n'y a pas vraiment de définition. Je crois que j'ai Google, je n'ai pas trouvé une vraie définition là-dessus. Pour moi, un scramble, c'est quand il n'y a pas de position prise. C'est quand on est en mouvement entre deux positions et qu'il n'y a pas de contrôle. En fait, scramble-based fighter, c'est l'opposé d'un control-based fighter. Donc, c'est tant qu'il n'y a pas de contrôle, je considérerais ça comme un scramble s'il y a du mouvement. Pas de contrôle, plus mouvement, en lutte, en grappling, c'est du scramble pour moi. Je vais faire très simple. Ici, on est donc dans le deuxième round. Et pour moi, le détail, c'est cette position-là. Donc, très belle situation où on a une attaque de Kimura pour CDF. On attaque une Kimura, donc une soumission. Et c'est quelque chose que John Danaher adore faire, c'est attaquer la Kimura pour prendre le dos. Ici, on attaque une Kimura, on la menace et ça permet... Gregor Gillespie est un peu obligé d'exposer son dos pour la défendre. Ça permet donc à Ferreira de venir chercher le dos. Et le détail qui a changé tout, alors je dis pas peut-être que Gregor Gillespie aurait quand même gagné le combat à terme, mais ça c'était le début de la fin. C'est ce qui a permis à Gregor Gillespie d'avoir pour la toute première fois dans le combat du contrôle pur et dur et pas être dans un scramble. Et à partir de là, il a commencé à dominer jusqu'à finaliser en fin de round. Ici, on a donc une prise de dos. Ferreira, sa jambe droite, il a bien le crochet et il vient chercher le crochet avec son pied gauche. Donc son pied gauche est ici, il veut mettre son crochet là. J'avais parlé des crochets avant, dans l'analyse d'avant-combat, donc j'ai plus besoin d'en parler. Et on va avancer un tout petit peu. Gregor Gillespie ici qui l'empêche avec sa main. Il vient contrôler avec sa main gauche le pied gauche de CDF et c'est ça qui lui permet d'empêcher CDF de contrôler le dos, de venir prendre un vrai contrôle du dos et de continuer le scramble. Donc ici, je crois que voilà, on voit très bien qu'il l'enlève. Donc sa main, il l'envoie le plus loin derrière possible, le plus loin de ses hanches possible, pour empêcher CDF de prendre le deuxième crochet. D'ailleurs, on voit ici, il a bien son crochet à droite, et donc il cherche absolument à avoir son crochet à gauche, mais tant qu'il contrôle le pied, il arrive vraiment à empêcher CDF de rentrer ce deuxième crochet. Ici, on le voit bien. Voilà, toujours ce contrôle de pied ici. Et le pied, en fait, il veut le faire rentrer à l'intérieur de la cuisse. Mais Gregor Gillespie lui en empêche. Et une fois qu'il sait qu'il peut se retourner, on continue le scramble, blablabla. Et puis là, voilà, je parlais des épaules au sol. On a une épaule au sol, une épaule contre la cage. Mais on a vraiment, pour la toute première fois du combat, une position neutre, une position de contrôle. Je vais avancer jusqu'au bout de la vidéo. Je pense que voilà, on attaque de nouveau la Kimura, mais ici on voit clairement CDF qui regarde vers ses côtes, je pense, qui prend un breathe, qui respire, et un Gregor Gillespie qui contrôle la situation, qui assure la position. Voilà. Et ça, c'est le début de la fin. Première fois qu'il a du contrôle dans le combat, et à partir de là, c'est fini. Je l'avais dit dans l'avant-combat, Gregor Gillespie, il impose une intensité hors norme, qu'on n'a jamais vu. Je pense qu'à l'entraînement, c'est difficile de simuler ça. Si on veut simuler ça à l'entraînement, on doit prendre 3 partenaires d'entraînement. On fait un round contre chacun. Et le partenaire d'entraînement, même pas un round, on doit faire 2 minutes 30 avec un, 2 minutes 30 avec l'autre, pendant que le troisième se repose. Le troisième se rentre sur le troisième 2 minutes 30. Puis le premier, il s'est reposé depuis 2 minutes 30, plus 1 minute de pause, ça fait 3 minutes 30, plus 2 minutes 30 en plus. Il s'est déjà bien reposé, il rentre frais. Et alors on fait rentrer que des gars frais, on se met dans des positions désavantageuses, et on lutte, et on lutte, et on lutte. C'est le seul moyen d'imiter l'intensité, la pression que Gillespie met. Et franchement, voilà, on voit que CDF était pas, je vais pas dire pas spécialement prêt à ça. Je crois qu'il s'y attendait, mais il a certainement été surpris de à quel point Gregor, malgré des signes de fatigue flagrants, était capable de continuer à appliquer une grosse pression, à avoir de la force, et, et, à, à, chercher ce finish à tout prix. Magnifique performance.
Merci à tous d'avoir suivi. J'espère qu'on va faire plus de vues que la vidéo d'avant combat. C'était un peu ridicule, mais je m'y attendais. C'est un combat qui n'attire pas les foules. Mais en tout cas, tous les vrais fans qui ont regardé, félicitations. Ok, c'était Chris Genacht. Merci d'avoir suivi. Je vous souhaite un bon dimanche, une bonne fête des mères. Allez la voir. Et bah, c'est tout. C'est tout. Like, abonne-toi si c'est pas fait, commente, etc., etc. Ciao, ciao.